sauveur de l'humanité, un architecte qui est un des cofondateurs de Contribue Architecture, qui est un homme engagé, on peut dire comme ça, et qui va nous parler d'effondrement. C'est un peu la suite. Merci beaucoup. Merci Nelly. En fait, je ne vais pas vraiment vous parler d'effondrement parce que tu nous as suffisamment effondré avec ton introduction. Donc, je vais passer un peu vite sur les premiers résumés qui finalement ne sont pas forcément nécessaires parce que vous savez tout ça maintenant. Toutes les sphères naturelles sont en péril actuellement, elles ont effectivement dépassé les limites. Sauf une, l'anthroposphère, c'est-à-dire les humains vont très bien, encore. La question des changements qui sont subis sont effectivement intéressants, c'est qu'il faut déjà admettre qu'on est dans un monde qui va changer, qu'on le veuille ou non. Et la grande question, c'est qu'est-ce que nous, en tant que moteur du changement, on peut faire. Les premiers changements, c'est ceux qui ont été annoncés par Nelly, donc je ne sais pas forcément coordonné, mais le climat change, mais pas que le climat, effectivement. Il y a des questions d'extraction du vivant, d'énergie qui va devenir rare et très chère, des ressources épuisées, des problèmes qui sont effectivement mondialisés, globaux, multiples, des problèmes systémiques, toutes les reliés, c'est-à-dire que le jour où effectivement la Chine arrête de produire pour nous, on est mal, et puis que ces problèmes sont extrêmement graves et extrêmement urgents à prendre en main. Sinon, c'est bien effectivement l'effondrement, je l'ai dit plus près du micro pour que ça sonne fort, l'effondrement qui nous menace. Alors la question de la grande adaptation dont on parle maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces menaces. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas. À quoi faut-il s'adapter? En fait, on n'en sait rien. Et c'est en tout cas beaucoup plus qu'une question de canicule en été et de moins de neige en hiver. C'est une question qui, socialement, peut être énorme. On parle, les spécialistes mentionnent, avec une fourchette relativement large, entre 1,5 et 3 milliards de migrants d'ici la fin du siècle. Pour la petite histoire, ça fait entre 1500 et 3000 sur 70 ans, alors que la crise médiatique, la crise des réfugiés, pas médiatique, la crise des réfugiés de 2015-2016, c'était 2 millions. Donc on parle de quelque chose qui est à peu près 1000 fois plus grave. Donc quand on parle de migrants, on a toujours l'impression que c'est les autres qui vont venir ici. Donc il faut voter UDC, il faut construire des murs, ou Donald Trump, il faut construire des murs. Le problème c'est que peut-être que les migrants, ça sera nous, en définitive. Rien n'est absolument sûr. Et donc il y a une chose qu'il faut absolument intégrer, c'est qu'on ne sait pas. Et ça c'est vraiment une question qui est importante. Il faut accepter l'inconnu et l'incertitude. La chose que l'on sait, c'est que les courbes se croisent. Les courbes de consommation et les courbes des ressources se croisent. On est mal. Ah, évidemment que la grande question de notre métier, ou de nos métiers, c'est qu'il faut d'abord changer d'attitude, changer notre façon de faire, et donc changer notre façon d'être, finalement, et certainement aussi un peu nos propres modes de vie. De Suisse, comme l'a dit Nelly, on est à 4,8 mégatonnes par année. La limite serait à 4,8 mégatonnes pour toute la Suisse. On est aujourd'hui à 50 mégatonnes d'émissions intérieures. Si on ajoute les 55 d'émissions à l'extérieur, plus le transport, il faut encore ajouter 25 mégatonnes du trafic international. Et il faut rajouter 1085 mégatonnes de nos investissements par vos deuxième piliers et votre argent à la banque. Donc le gros problème, il est avant tout là. On pourrait dire que ben voilà, on n'est pas financier, donc cette problématique ne nous regarde pas. On est quand même citoyen, et donc il faut d'abord accepter cette réalité. Cette réalité, elle est grave, elle est urgente, et donc il faut absolument limiter les dégâts, parce que même si l'augmentation est de 3 degrés et pas de 2, parce qu'effectivement on n'aura pas cru les accords de Paris, c'est toujours mieux que 4. Et 4 que 5, et 5 que 7, ce qui a été annoncé la semaine passée comme des risques tout à fait crédibles par un rapport du GIEC intermédiaire. Il faut changer. Il faut changer dans le cadre d'un monde VICA, ça c'est des termes militaires qui étudient ces questions-là, c'est-à-dire un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, parce que les changements, même s'ils seront subis, ils vont pouvoir être aussi un peu choisis. On a aujourd'hui non seulement une responsabilité importante, mais donc un levier extrêmement important, par exemple, en allant attaquer les banques. Et puis,
Il y a deux questions fondamentales qui aujourd'hui occupent encore trop peu le champ politique. C'est la question de la réduction. C'est pour ça que je me suis permis de dire que ce n'est pas un vilain mot de réduire la décroissance, ou ce qu'on peut entendre à dire la décroissance, etc. C'est pas juste un truc de petits rigolos qui vont planter des salades en Ardèche. Il faut réduire absolument tout, parce que de passer de 4,8 mégatonnes, de passer de 1200 mégatonnes par année à 4,8 mégatonnes, c'est un énorme changement. Et donc, il faut réduire. Et ensuite, il faut produire. Produire, c'est-à-dire investir dans le vivant, c'est-à-dire l'autre monde, celui qu'on est en train de détruire. Il faut recomposer les sphères qui ne sont pas celles de l'anthroposphère. Ça pose plein de questions hyper douloureuses, ça pose des questions cruciales, ça met en évidence un certain nombre de tabous, en tout cas, qui suivent un parti politique. Je peux vous dire qu'une bonne partie de tout ça, je ne peux pas le dire dans un parti politique, quel qu'il soit, même à l'extrême gauche. Donc il y a un vrai souci d'attitude et de levier dans nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour nos métiers, je me suis permis un certain nombre de thèses et de questions. Mais évidemment que j'ai un peu réfléchi comme ça, en m'intéressant pas spécialement au territoire, mais en m'intéressant aux aspects liés à l'effondrement et aux risques liés à Bâle. Donc quelle influence ça peut avoir sur nos métiers? J'en sais pas grand-chose en définitive, donc je vous propose ça. Et je me réjouis de pouvoir en discuter avec vous tout à l'heure. Le climat change nos métiers? Oui, ils doivent, s'il vous plaît, changer. Et comment? Eh bien, comment planifier aujourd'hui? Comment planifier quand on ne sait absolument rien? Et puis, est-ce que la planification est un moteur de changement? Premier aspect, l'habitat. Vous êtes architecte, pour la plupart, pour certains. Aujourd'hui, nos habitats sont complètement connectés et on est complètement dépendant de la domotique, la ventilation contrôlée, le chauffage, l'eau courante, la cuisine, l'eau chaude, les eaux usées, l'ascenseur, quand il marche encore, l'éclairage artificiel, la fibre, le wifi, le parking, etc. Et donc cet habitat, comme ce qu'a décrit Nelly tout à l'heure, est extrêmement fragile. Notre habitat à cette échelle-là est extrêmement fragile. Donc si on invente un habitat résilient, il faut déjà réussir à se déconnecter de tous ces réseaux, de tous ces flux. C'est le premier enseignement, et ça j'ai assez peu de doutes en fait. Donc c'est peut-être pas une question, c'est plutôt une thèse. Et peut-être qu'il faut se poser la question fondamentale de cette fonction habitée. C'est finalement plutôt que de toujours vouloir plus, et puis de ne pas forcément se poser ces questions-là, si on en revient à la clause du besoin, c'est quoi la fonction habitée? Et c'est quoi la fonction habitée demain? Il y a des choses qui sont hyper importantes, par exemple conserver. C'est hyper important. Le jour où votre frigo ne marche plus, comment est-ce que vous vivez? Le jour où vous n'avez plus d'eau courante, comment est-ce que vous allez au puits? Est-ce que vous allez continuer de faire caca dans l'eau potable? Toutes ces questions-là, elles sont en fait complètement liées à notre connexion à ces réseaux. Ça renvoie à la question dont j'ai un peu parlé, la clause du besoin. Comment est-ce qu'on construit aujourd'hui pour un monde de demain qu'on ne connaît pas? Alors, il y a un peu une tendance habituelle. Aujourd'hui, c'est certainement aussi lié à la politique, vous n'êtes pas les seuls responsables, c'est que ça, c'est le parc immobilier. Il y a quelques années, donc ça a un petit peu évolué. On continue de faire toujours mieux. Hein. On est à peu près ici avec MinerJP, et puis maintenant, les gens ils veulent absolument faire des maisons qui produisent de l'énergie, c'est très bien en soi. Mais le fond du problème, c'est cette dépense d'énergie-là. Plutôt que de vouloir, comme le disait Benevolo, donc je vous lis la phrase parce qu'elle est très belle, c'est la conclusion de son livre L'histoire de la ville, la recherche de l'architecture se trouve confrontée à cette alternative, devenir un véritable service pour tous les usagers, ou cultiver le mirage d'un environnement toujours meilleur, réservé à une fraction toujours plus restreinte de la population mondiale, c'est-à-dire nous les Suisses, mais aussi une bonne partie des Suisses qui vivent là-dedans, c'est-à-dire dans des logements qui ne sont absolument pas isolés. Donc les déperditions, elles sont aujourd'hui, s'il y a des leviers, ils sont là. C'est d'abord, dans ces premiers centimètres d'isolation, à rajouter à cela, plutôt que de vouloir toujours faire mieux pour une élite. Donc il faut revenir aux fondamentaux et se souvenir de la pyramide de Maslow. Donc, moins de technique, du supermodèle, de la résilience, de la simplicité, et certainement se souvenir des modèles vernaculaires. Pour celles et ceux qui ont mon âge ou qui sont plus âgés, ils ont certainement vécu, assisté au cours de Frédéric Aubry, qui parlait du vernaculaire dans les années 90. 8 ans. Manger et cultiver, ça c'est un levier important, c'est aussi une source de production de gaz à effet de serre extrêmement importante.
L'agriculture, elle est soumise exactement au même problème que l'architecture et a un impact énorme sur le territoire. Et la façon dont aujourd'hui on produit à manger est absolument à bannir. Et il faut finir cette agriculture industrielle, mécanisée, chimique, globalisée, libre-échangiste, basée sur la seule productivité, parce que nous n'avons pas de planète B comme dans le film de Ridley Scott. Donc il y a une révolution qui est nécessaire, je pense que Sébastien Laure en parlera tout à l'heure mieux que moi, donc je passe. Il faut absolument changer les modes de production agricole et après on va faire différemment. Je vous renvoie à un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant de Caroline Steele, Ville affamée, j'ai peut-être lu pour certains, qui parle de cette relation entre la structure de la ville, la construction des villes, la dépendance des villes à un territoire plus large. Aujourd'hui, c'est complètement déprimé, on est devenu effectivement extrêmement dépendant de territoires qui sont absolument répartis dans le monde entier, et nous sommes aussi un peu responsables des 75 000 incendies de cet été au Brésil. Ces incendies servent pour 85% à produire du soja, du maïs, et ce maïs, il sert à produire des aliments pour des animaux ou pour fabriquer du biogaz, pour qu'on puisse continuer de rouler en voiture. Le milieu, vous connaissez la phrase de Rem Koolhaas, faute de contexte. Il l'a dit dans un contexte historique, on va dire un peu différent. Il ne faut pas oublier que dans la situation actuelle, il nous faut une nouvelle relation au contexte, une nouvelle relation à la Terre, comme le dit très bien dans son livre Dominique Bourg, une nouvelle Terre pour une autre relation au monde. Je suis un peu fort. Une autre relation au monde, parce que le contexte, c'est quelque chose de vital. Et on doit peut-être remplacer le terme de contexte par le terme de milieu. Aujourd'hui, fuck peut-être le contexte, mais pas fuck le milieu, parce que le milieu, c'est ce qui nous permettra de faire. Mobilité. Aujourd'hui, on est complètement dépendant de la voiture. En gros, on va simplifier. Quelle mobilité fonctionne sans énergie? Et pour la petite histoire, aujourd'hui, pour faire un vol Le Caire-Seattle, on utilise la même quantité d'énergie qu'il aura fallu pour construire la pyramide de Khéops pendant des années et des années. Plus dans le micro comme ça, là ça va mieux. C'est à cause de ce modifie. Donc autant d'énergie pour construire la pyramide de Khéops en énergie humaine que d'un voyage en avion, le Caire-Seattle. C'est qu'en fait l'énergie du pétrole est extrêmement efficace, beaucoup plus que les êtres humains. Il y a la question de la voiture qui impacte beaucoup fortement le territoire. Ivan Illich avait fait une petite théorie dans Convivialité, énergie et équité dans les années 70 où il expliquait que si vous roulez en voiture et que vous comptez dans la vitesse, c'est-à-dire le nombre de kilomètres que vous avez à faire rapporté au nombre de temps, non pas seulement dans lequel vous passez quand vous êtes en voiture, mais aussi celui que vous devez passer pour acheter votre voiture, pour payer, pour fabriquer la route, etc., et vos impôts qui vont là-dedans et les taxes, eh bien vous faites du 6 km/h en voiture en moyenne. Et donc c'est assez important de se reposer la question, comme l'a dit Lily tout à l'heure, sur non seulement ce droit, mais aussi le véritable sens. Qu'est-ce que ça veut dire quand on prend la voiture? C'est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Et puis, par rapport au biais technophile, se rendre compte, mais elle est aussi dit, et en fait elle va griller tous mes effets. Une voiture électrique, ça produit ça s'est tiré d'un rapport dont je vous recommande la lecture, qui n'est pas un rapport d'extrême gauche, c'est Doris Leuthard qui l'a signé, environnement suisse, c'est téléchargeable sur Internet ou commandable sur Internet pour 9 francs. Et on voit que l'énergie qu'il faut pour rouler en voiture électrique n'est pas beaucoup inférieure aux différents modes individuels motorisés. Et donc en gros, les modes individuels motorisés sont là, alors que les transports collectifs sont ici. Et le vrai enjeu, il est là aujourd'hui, c'est qu'on doit peut-être réapprendre à abandonner cette façon de voir le monde, c'est-à-dire toujours centré sur l'individu, parce que ça n'est pas compatible avec les limites de la planète. Et ce biais technophile est une très mauvaise idée. Ça a aussi un impact sur l'espace public et les espaces extérieurs. Quand on regarde, j'ai fait l'expérience il y a quelques jours avec des camarades qui ont suivi la même conférence en 3h30. Vous allez sur Google Earth, vous faites Houston et vous vous rapprochez de Houston et vous verrez la quantité de mètres carrés qui est dévolue au sol imperméabilisé, c'est-à-dire principalement des routes, mais aussi des parkings et puis même des bâtiments qui servent au parking. Houston, c'est du parking avant tout, je pense à 90% à peu près, c'est dévolu au parking. Et donc il y a une sorte de dépendance comme ça, et on ne s'en rend pas compte. Et je pense que si vous faites l'expérience en vous
plongeant dans Houston, vous allez pleurer. Le périurbain et le péril urbain, on a beaucoup fustigé le périurbain par rapport à cette opposition qu'on trouve aussi dans College City, avec une sorte d'opposition entre une forme d'urbanisation traditionnelle et une périurbanité basée sur les distances aux limites, etc. Et surtout, un espace où le rapport entre le plein et vide s'est inversé. Il se trouve que cette ville-là crée de l'urbanité, c'est-à-dire du vivre ensemble, etc., alors que celle-là, elle crée de la distance, très bien, mais certainement aussi qu'il y a une inversion de valeur et qu'aujourd'hui, on peut faire le constat que le plein rapporte, bonjour Bernard, et que le vide coûte. C'est-à-dire que quand vous avez un prix du mètre carré de surface agricole à 3 ou 5 francs de mètre carré, et que vous avez la possibilité de construire une maison qui vous rapporte 2000 francs par mètre carré de terrain, évidemment que c'est extrêmement compliqué que de résister à cette chose-là, parce que notre référentiel quand on parle de valeur, c'est l'argent. Mais le jour où demain, par exemple, le vide nourrira, ben, l'argent, on n'en aura plus rien à faire, et donc peut-être qu'il y aura une inversion de valeur entre le plein et le vide, et ça pose d'autres questions extrêmement sensibles sur les questions démographiques. On accueille beaucoup de monde, il y a une forte progression démographique dans le monde, plus de 250 000 habitants sur cette planète par jour, en Suisse aussi un peu, et toutes les perspectives dont nous parlons quand on fait des plans, la planification, le projet d'agglomération par exemple, sont basées sur des perspectives démographiques, toutes choses étant égales par ailleurs. Tout ce dont je vous parle, c'est que plus rien n'est égal par ailleurs. Donc il faut peut-être aussi remettre en question toutes ces questions-là, toutes ces certitudes qu'on a sur les perspectives démographiques. C'est aussi une question de consommation de mètres carrés par personne, de plus de personnes seules, plus de riches, plus de vieux. Toutes ces questions-là sont hyper sensibles, mais elles sont d'autant plus sensibles où un effondrement sera passé par là, et que il y aura 3,5 milliards d'êtres humains qui auront disparu sur cette planète. Ben, évidemment qu'on aura trop de mètres carrés à ce moment-là, donc la valeur du plein aura changé pour cette raison-là aussi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a beaucoup plus de vide qu'ici, et donc potentiellement, dans une phase où il y a une inversion de valeur, ça devient beaucoup plus précieux, voire même ça est une ressource. Alors ça va être extrêmement compliqué de vivre à Berne. Autre sujet, la propriété. La notion de propriété, qu'est-ce qui garantit que vous êtes chez vous quand vous êtes propriétaire, ou que vous n'êtes pas chez vous quand vous êtes locataire? Eh bien, c'est certainement des institutions fortes, un État, des collectivités publiques, un registre foncier qui détermine avec un acte que vous êtes propriétaire chez vous. Si ces institutions s'effondrent, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous serez chez vous? Ça pose une question fondamentale sur la notion de propriété, et donc sur la notion de bien commun. Dans les années 70, je crois, en 68, Gareth Hardin a sorti un article extrêmement intéressant sur la propriété, sur la tragédie des biens communs, et il dit les biens communs sont faits pour s'effondrer, je vous laisse le dire. Mais surtout, il y a un petit malentendu entre ce qu'il disait à l'époque, c'est qu'il parlait des biens en libre accès, un petit peu comme la planète. Alors que Elinor Ostrom, depuis, a dit non, mais il s'est trompé, Gareth Hardin, quand on parle de biens communs, il y a moyen de gérer ça de façon correcte et de s'en sortir avec un cadre commun, ce qui montre que pour sauver la planète, il faut considérer que la planète n'est pas un bien en libre accès, la planète est une propriété commune. Et donc, on retombe dans l'acception de Elinor Ostrom et on peut échapper éventuellement, peut-être, à la tragédie des communs. Ça renvoie aussi à ce que le pape François disait, la Terre, notre maison commune. Ça renvoie aussi aux limites de la planète pour pouvoir produire des ressources. Cette question de limites, elle est en fait assez intéressante pour les architectes et urbanistes parce que c'est notre vocabulaire, c'est notre grammaire quotidienne. Donc la limite, nous, on n'est pas forcément contre, mais ça a une très mauvaise image, ça a une image extrêmement négative. Et en général, quand vous allez sur Internet et que vous faites effondrement et que vous faites Google Images, vous verrez qu'il y a énormément d'images de statues de la liberté effondrées. Parce que cette question de limite, cette question de l'effondrement renvoie au fait qu'on a dépassé des limites, et on a dépassé les limites de la liberté. C'est-à-dire que la liberté des uns s'arrêtant là où celle des autres commence, ça veut dire qu'il y a un positionnement de limite fondamental à faire à l'échelle de la planète.
Ah, ces enfants, s'ils savaient. Et qui fait que c'est assez important de bien distinguer où on est en train de replacer les nouvelles limites, non seulement de la planète, mais aussi de nos métiers et de notre quotidien en définitive. Et donc, y aura-t-il un retour des limites à d'autres échelles que celles auxquelles on est habitué? C'est quoi la bonne échelle pour gérer un territoire? Est-ce que c'est l'échelle du logement? Est-ce que c'est l'échelle d'une commune? Est-ce que c'est l'échelle d'un pays ou d'un continent? C'est des questions absolument fondamentales qui renvoient à une notion territoriale de base. Ça, c'est plus des questions. Il y a une grande question liée à l'échelle. Je suis dans les... Ah, ça veut dire 5 minutes. Et donc, il me reste 15 minutes. Je suis trop... C'est bon, j'ai compris ça. L'échelle, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on doit faire à la bonne échelle? Par exemple, on parle de taxer les billets d'avion. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que cette mesure ne sert à rien. Taxer les billets d'avion pour qu'on puisse continuer de prendre l'avion, ça ne sert à rien, il faut abandonner l'avion. Ce qu'a dit Nelly tout à l'heure est juste. La contrainte, autoriser, obliger, interdire, c'est des choses de base. Hein. C'est ce qu'on apprend à nos enfants. Les limites, c'est aussi les limites pédagogiques. Et donc, trouver un juste programme comme celui de Yvon Richardet et de son fameux comité pour l'urgence climatique, le QQ, pour son élection au Conseil d'État, personne n'a encore le courage de faire ça sans être en fait un clown et le faire pour rigoler. Mais le fond du message, il est hyper sérieux et Yvon Richardet aurait dû être élu. Ça renvoie à une autre question, cette question d'échelle, à laquelle on est confronté tous les jours, c'est dimensionner. Combien de fois on doit se battre pour dimensionner, peut-être un petit peu à la baisse, et puis enlever 3 places de parc sur 700? Ça, c'est une vraie question. Et c'est une question qui concerne la mobilité, les mètres carrés, la densité, les rendements de nos propriétaires, etc. Et donc, cette question de dimensionnement, il faut la rediscuter entièrement en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui. Ça renvoie aussi à plein de questions liées à la mise en œuvre. Tu vois, Michel, j'ai ajouté 2-3 choses concernant la mise en œuvre. Concernant la gouvernance, qui va encore gérer les territoires, qui sont les maîtres d'ouvrage, qui sont les collectivités par rapport aux pratiques sur le projet. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est 5 minutes. Sur la question du patrimoine, quel avenir pour le patrimoine? Le patrimoine, c'est plutôt un mauvais souvenir dans 20 ans ou dans 30 ans. Est-ce que c'est des choses qu'on doit juste garder parce que c'est joli, on doit faire des musées? Est-ce que c'est une ressource parce qu'on peut recycler ce patrimoine comme ça s'est fait pendant longtemps? Et le rapport au patrimoine aujourd'hui doit être changé. Le patrimoine, est-ce que ça ne doit pas être quelque chose de vivant plutôt que de garder un stade à la Pontaise, par exemple, comme ça, il y a eu ce débat il y a quelques années, pour rien y faire dedans, ça n'a absolument aucun sens. Donc, quel est l'avenir d'un patrimoine musée? Et puis, si le patrimoine est vivant, est-ce que le vivant est un patrimoine? Quand on voit ce qu'on est en train de perdre et les menaces qui pèsent sur le vivant et donc notre survie sur cette planète, par exemple le végétal, les sols, la biodiversité, etc., il y a une vraie question importante qui nécessite de se poser des questions au-delà du matériel et peut-être sur le patrimoine immatériel, tout ce qui concerne notre humanité. Quand on parle de coupe d'effondrement avec moins 3,5 milliards, la question n'est pas de savoir combien de morts ça va faire, la question c'est comment est-ce que nous on se comportera devant ça. C'est-à-dire, quelle est notre humanité? Donc ça renvoie à des questions assez philosophiques et certainement à accepter un certain nombre de paradoxes. Le premier, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'on est dans ce contexte culturel, social, politique, complètement décalé par rapport aux vrais enjeux, aux vrais problèmes. Donc il faut accepter nos paradoxes. Soyez indulgents avec vous-même. Deuxième question, est-ce qu'on peut s'extraire de ce cadre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut essayer de retrouver ce que j'ai appelé la troisième voie? Par exemple, des coopératives, des habitats sans voiture, des habitats très low-tech, etc. Et puis commencer à créer cette voie-là. C'est possible, ça, malgré le fait qu'on a encore des normes antisismiques, rendre les logements tous accessibles aux personnes handicapées pour surtout pas avoir à s'occuper d'elles, et puis faible en énergie. Et puis, est-ce qu'il faut, mais Nelly l'a aussi crié en effet, généraliser la désobéissance civile territoriale? Parce que ce qui est super intéressant avec cet exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il y a émergé des modalités territoriales
unique. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette autorité de l'État, de la commune et tout, pour dire comment il fallait faire les choses. Quand les gens sont complètement libérés du cadre de cette limite-là, ben finalement, ils retrouvent ici de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons d'être concernés par le territoire, qui sont en fait peut-être de très bons modèles pour l'avenir, parce que peut-être qu'on se retrouvera toutes et tous un jour dans cette situation-là. C'est important d'être préparé à ça, en définitive. J'ai un petit programme tout fait pour le résumé de la ville résiliente, mais je crois que je dois arrêter. Je laisse afficher. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Et désolée d'avoir oublié les effets de surprise. Je vais poser des questions. Cool. Il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à. On se revoit la semaine prochaine. Aujourd'hui. Est-ce qu'on passe, on enchaîne avec la présentation suivante?